Chapitre 3. Képhren, un air de pyramide. Après avoir quitté l'atmosphère, la vedette prend sa vitesse hyperlumique. Installé dans le poste de pilotage, Aqualus tente une pastille à Jacques. « Prenez, Jacques, cela vous évitera le mal de l'espace, car le voyage va être long. »« Combien de temps ?»« Environ 20 jours, si tout se passe bien, » répond Starker. « Car nous sommes dans une spatio-navette qui est normalement capable de voyager dans la galaxie, mais en fait, nous n'utilisons jamais ces engins pour de pareils trajets. Elles sont équipées du même type de propulsion que nos croiseurs, mais en modèle réduit, et elles se déplacent moins vite. Elles ne va guère qu'à 800 années-lumière jour, alors qu'un vaisseau comme le Conquérant va à 1500, et sorti de la galaxie, il en fait le double. Cette vedette ne mesure guère que 30 mètres de long et possède un armement léger. Au cas où nous croiserions un ennemi, nous aurions peu de chances de fuir, mais enfin, nous allons pouvoir tester ses réelles capacités. Starker, dit Aqualus, ne soyons pas pessimistes. Ce vaisseau est notre seul refuge maintenant, mais il n'a pas de nom. Alors je vous propose de lui en donner un. Jacques se retourne vers Aqualus. Je pense que si vous dites cela, c'est que vous avez une idée. Oui, je veux l'appeler Espérance, car dans notre cas, c'est ce à quoi il faut se rattacher, l'espérance. Vous avez raison, ce nom lui portera chance, et à nous aussi. Starker, il faudra apprendre à Jacques le pilotage de notre vaisseau, ainsi que les divers éléments techniques primaires dont il aura besoin, car nous devons pouvoir nous relayer aux commandes. Bien, Aqualus. Quand j'aurai fait l'inventaire du matériel et de la nourriture, Jacques prendra sa première leçon. Tandis que Starker est occupé à son travail, Jacques ressort le livre pris dans la bibliothèque. Nous devrions étudier ce document. Peut-être nous donnera-t-il quelques informations nécessaires à notre excursion sur Képhren. Que vous a dit le grand dictateur au sujet de cette planète? Rien, Jacques. Il a simplement dit « Il faut vous rendre sur Képhren ». Puis, il a perdu connaissance. Nous aurions dû rester à son chevet. Dès qu'il serait revenu à lui, il nous aurait dit ce qu'il fallait faire. Non, Jacques, c'est tout ce qu'il savait. Au moment où il est tombé inanimé, je suis entré en contact télépathique avec son esprit, et il m'a dit qu'il s'agissait d'une vieille légende, transmise dans sa famille de génération en génération. En fait, les premiers Lunis seraient d'abord passés sur Képhren avant de s'installer ici. Nous pourrions y trouver des traces des pionniers. Regardons le livre. Comme tous les livres Lunis, c'est un ouvrage merveilleux, fait d'une plaque de cristal incassable, de la dimension d'un cahier d'écolier. Il ne contient pas de pages, mais une couverture où est imprimé le titre lorsque l'ouvrage n'est pas activé. Lorsqu'on le prend dans ses mains, alors le rayonnement éthérique humain apporte l'influx d'énergie nécessaire à l'activation des cristaux et la première page d'écriture apparaît. Pour passer à la page suivante, il suffit d'effleurer le livre de l'index. Ainsi, une plaque d'1 millimètre d'épaisseur peut contenir une encyclopédie complète. L'avantage de tels livres est qu'ils sont presque inaltérables et ne nécessitent qu'un apport minimum d'énergie. Tant qu'il y aura au moins un homme pour les lire, ces ouvrages seront presque éternels. Sur Terre, dit Jacques, nous avons des disques en plastique de la même taille. Nous les appelons CD-ROM ou DVD. Ils contiennent aussi des centaines de millions d'informations, voire des milliards. Notre technologie serait presque identique si nos disques étaient autonomes. Hélas, il nous faut des ordinateurs pour les activer. Il ne faut pas vous sous-estimer, Jacques. Ce n'est pas la technologie qui fait la valeur des hommes. Du reste, ce livre, si je le pose sur le CP, celui-ci le mémorise et nous pouvons le lire sur nos écrans, certainement comme vous le faites. Qu'est-ce qu'un CP, Aqualus? C'est le raccourci de cristal pensant. Jacques n'en croit pas ses oreilles, c'est incroyable. Tant de similitudes avec la Terre. Chez nous, pour nos ordinateurs, on dit PC. Sur ce, ils ouvrent le livre. Nous allons étudier tous ces clichés. Peut-être y trouverons-nous quelques indices nous intéressants. Aqualus, je pense à toute autre chose à cet instant, et je me pose une question à laquelle j'aimerais que vous me répondiez. Oui, Jacques. Aqualus, pourquoi êtes-vous général? C'est un grade élevé sur Terre. J'ai ce grade très élevé, effectivement. Mon père devait être militaire avant de disparaître. Je ne l'ai jamais connu, et depuis ma petite enfance, j'ai toujours vécu au sein de l'armée. C'est ma force psychique exceptionnelle qui m'a valu ce grade, surtout depuis la perte de la force de notre peuple, car la mienne n'a jamais failli. C'est pourquoi les sentinelles tout à l'heure ont eu tort de me contrarier. Starker arrive à ce moment. J'ai fini l'inventaire. Au niveau de notre réserve d'énergie, il n'y a pas de problème, mais... Par contre, pour la nourriture,
il y a de quoi alimenter une personne pendant 5 jours. Or, le voyage dure 22 jours. Pour 3 personnes, cela fait à prévoir 66 jours de vivre. Que suggérez-vous, Starker demanda Qualus. Il y a une possibilité. L'Espérance est équipée d'une chambre cryogénique destinée au fret animal. Je suggère que 2 d'entre nous s'y installent durant une partie du voyage. Pour le reste, une seule personne est indispensable à la navigation. En fait, je propose que Jacques et vous soyez en sommeil pendant que je resterai aux commandes. En me rationnant, je vais pouvoir tenir sans difficulté. Starker, votre idée est excellente, mais nous devons être au mieux de nos capacités intellectuelles et physiques, surtout lorsque nous arriverons sur Kephren. Nous nous placerons en cryogénisation tous les 3. Je prendrai les commandes du vaisseau en mode psychique. Même dans la glace, je peux travailler sur l'instrumentation du vaisseau. Bien, c'est peut-être plus sage ainsi. Dès que Jacques aura pris sa première leçon, nous nous installerons dans la chambre. Jacques est assis sur le siège du pilote, Starker, celui du copilote. Vous voyez, Jacques, l'Espérance est équipée de 2 modes de propulsion. Le premier est un moteur gravitique, fait pour circuler sur une planète ou une étoile en périphérie. Sa vitesse est égale au 10e de celle de la lumière. Nous l'utilisons pour nos approches planétaires et pour voyager de l'orbite jusqu'au sol. Le principe de fonctionnement est très simple. Une sorte d'électroaimant est le cœur du moteur. Cet aimant, lorsqu'il est activé, doit être en opposition avec le champ gravitationnel de l'étoile ou la planète autour de laquelle il se trouve. J'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Cela peut aller. Mais j'ai du mal à imaginer cette forme de champ magnétique. Ce n'est pas grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet aimant doit être synchronisé avec la planète. Jacques apprend très vite à manœuvrer l'appareil. Il en est tout étonné. C'est très simple jusqu'à présent, toutes ces manœuvres, bien que toute la technologie qui est derrière doit être d'une complexité incroyable. Ce qui est incroyable, Jacques, c'est que ce procédé de propulsion soit plus simple que le premier moteur à explosion. Le plus surprenant est que l'homme passe la plupart de son temps à côté des choses les plus simples et les plus importantes, comme s'il s'interdisait de voir l'évidence et la vérité toute sa vie durant. Peut-être avez-vous raison, Starker. Sur Terre, les hommes passent leur temps à échafauder des théories les plus complexes, à philosopher en oubliant le pourquoi, trouver la raison là où elle n'est pas et trouver irraisonnable la raison. Jacques, j'aimerais connaître votre peuple. On ne doit pas s'ennuyer sur Terre. Votre civilisation est plus avancée, Starker. Il doit faire bon vivre sur l'Empire Lunis. Pour ma part, Jacques, avant la venue du messager, je m'ennuyais à mourir, car nos vies étaient trop bien ordonnées. Maintenant, Starker, vos vies bougent. Oui, je considère la venue du messager comme une bénédiction, car cela signifie un changement radical pour nous, peut-être même la fin de notre civilisation, sa disparition certainement. Regardez, Jacques, même nos femmes ne peuvent plus enfanter. Vous n'aimez pas votre peuple? Si, mais je le sens en fin de vie, et moi aussi. J'ai le sentiment que je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Mais revenons plutôt au pilotage de cet engin. Nous n'avons pas terminé notre leçon. Il y a un deuxième mode de propulsion. Je vais vous en parler succinctement, car nous devons ensuite nous préparer à dormir. Laissez-moi deviner. Il est aussi très simple, j'imagine. Presque, Jacques, en théorie, car pour l'appliquer, il nous faut un instrument qui a nécessité des décennies de mise au point. C'est le principe de propulsion par le vide. Notre moteur fonctionne comme un aspirateur. Je m'explique. Vous connaissez la vitesse de la lumière, Jacques? Oui, sur Terre, elle est d'environ 300 000 km à la seconde. C'est du même ordre, si nous prenons notre échelle de mesure sur l'Unis. D'ailleurs, pour vous simplifier la vie, nous parlerons toujours en kilomètres. Savez-vous pourquoi la lumière, ainsi que n'importe quel objet, ne peut dépasser cette vitesse? Non? Eh bien, parce que tout l'univers est baigné dans un champ d'énergie statique que nous nommons l'éther. L'éther spatial est extrêmement difficile à démontrer scientifiquement, mais il existe. La lumière, les photons sans masse, propulsés à la vitesse absolue, y sont ralentis de manière arithmétique et stable et subissent un phénomène d'écrasement. Voilà pourquoi la vitesse absolue théorique est de 300 000 km/s. L'éther est présent partout, même entre les atomes et les électrons qui forment notre corps en fait. C'est l'éther qui porte l'univers et c'est lui qui dicte toutes les lois de la physique. Ainsi, la propulsion par le vide tente d'annuler les lois de l'éther et de l'utiliser pour la propulsion. Le moteur est à l'avant du vaisseau, il y aspire l'éther
comme le ferait une hélice avec l'air. Mais le problème est d'aspirer tous les terres en périphérie du vaisseau, afin de ne créer aucune distorsion sur celui-ci. Ainsi, l'aspiration faciale du vaisseau étant totale, il n'y a plus d'écran pour dépasser la vitesse de la lumière. Aussi, nous pouvons nous mouvoir 500 000 fois plus vite que la lumière, et au-delà même, sans contrainte temporelle entre galaxies. De plus, avec cette technique, nous ne subissons plus de phénomènes d'accélération ou décélération, car c'est l'univers qui se déplace devant nous. Si je comprends bien, vous dites que le moteur éthérique est en fait une machine à supprimer toutes les lois de la nature et que devant elle, il n'existe plus de loi de pesanteur, de lumière, mais seulement le véritable néant. C'est l'état de mort absolu. En quelque sorte, Jack. Mais l'éther n'admet que rarement le vide, et il se replace instantanément devant nos moteurs, tout comme l'air qui nous entoure. Jack reste très perplexe. Cette explication lui glace le sang. Il a devant lui une machine créatrice de mort absolue. Mais Aqualus arrive à ce moment et interrompt sa pensée. Alors, comment se passe la leçon de notre élève, Starker? Il a bien assumé le premier exercice pratique. Pour les connaissances techniques, je crois que l'on doit pouvoir y arriver. C'est très bien, Jack. Bientôt, vous serez un pilote chevronné. N'exagérez pas, Aqualus. Vous savez bien que mon petit intellect de terrien ne me permettra jamais d'égaler le pilote le moins doué de l'UNIS. Tu te trompes, Jack. Tu as déjà changé et tu changeras encore. Rappelle-toi quand tu es arrivé dans le vaisseau Golok, tu n'es plus le même, Jack. Déjà. Jack regarde Aqualus, qui a le regard brillant et lui sourit. Aqualus s'aperçoit trop tard qu'elle s'est laissée emporter à le tutoyer et change vite de sujet. Bon, plus de temps à perdre. J'ai préparé la chambre cryogénique pendant que vous vous amusiez. Starker prépare le programme de commande psychique dans le CP. Bien, Aqualus. Dans 5 minutes, le vaisseau sera à vous. Mais Jack est encore avide de connaissances et demande à Starker ce qu'est un CP et comment il fonctionne. Mais à ce moment, leur conversation est interrompue par Aqualus, qui leur rappelle qu'il est temps de se préparer. Nous devons nous dévêtir entièrement, Jack, et malheureusement, nous raser la tête, car les cheveux et les vêtements agissent comme des isolants. Cela pourrait nous créer des dommages à la congélation. En effet, cette chambre cryogénique destinée aux animaux est assez rudimentaire. Il nous faut prendre quelques précautions, le risque d'échec étant de 1 sur 1000. Tous trois, ainsi préparés, entrent dans la chambre cryogénique. Sur le sol, Aqualus a disposé 3 matelas magnétiques. Allongés, un dernier regard échangé, la conscience d'Aqualus s'élève et actionne la congélation. Le gaz pénètre. Un picotement se fait sentir. Les membres s'engourdissent. Les yeux se voilent et... Depuis la destruction de leur vaisseau d'exploration parti pour l'opération Terre, les Goloks sont décidés à mener une lutte sans merci contre l'UNIS. Il leur a fallu 6 mois pour préparer leur mission de recherche et plus du double à voyager à travers la Voie lactée pour trouver la Terre. Alors que leur équipe d'exploration revenait avec un terrien à leur bord et surtout des informations concernant la Terre, cette humiliation rend fou de rage l'empereur Belzius, qui s'adresse à son peuple ainsi. Peuple Golok, les Lunis ont décidé de leur destin au moment où ils ont anéanti les recherches que nous avions entamées dans un but tout à fait humanitaire. Grâce à notre découverte, nous pouvions enfin arrêter l'hémorragie mortelle de nos savants, et parce que le peuple Golok est éminemment bon, nous aurions pu vendre nos découvertes aux Lunis afin que leurs troubles soient apaisés. Nous avons découvert la Terre, capturé un spécimen terrien que nous allions interroger et disséquer ensuite. Or, il se trouve que les Lunis, menés par leur égocentrisme, ont interrompu nos recherches, détruit le meilleur vaisseau d'exploration jamais conçu et tué nos meilleurs scientifiques. Par surcroît, d'après les informations que nous avons reçues, les Lunis ont en leur possession le terrien que nous avions capturé pour le mettre à leur service. Et dans une rage terrible, il demande à son peuple entier, à travers les millions d'écrans vidéo, car il ne se montre jamais de visu à aucun. Mes concitoyens, je vous invite tous à lutter contre les Lunis. Recherchez cet homme qui est en leur possession. Il se nomme Jacques Briand. Ce Jacques doit être traqué et trouvé. La Terre doit être découverte et anéantie. Je le répète, peuple Golok, je vous invite à partir sur le champ
à la recherche de cet homme et de son monde. Ceux d'entre vous qui refuseraient mon invitation seront traqués aussi. Ramenez-moi ce Jacques brillant. Je veux qu'il s'agenouille devant moi, que ce terrien me livre le secret de la graine d'étoile pour le mettre à mon service, au service du peuple Golok. Alors, des dizaines de milliers d'astronefs de toute taille, constitués d'équipes d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, partent dans toutes les directions de l'univers pour amener Jacques Brillant. Aucun Golok ne fut traqué, car tous jurèrent que cet homme paierait son affront et la destruction de leurs semblables qui succombent à cette étrange maladie de l'intelligence. 50 millions de Golok en croisade à la recherche d'un dieu. La plus grande armada jamais réunie dans l'histoire Golok est en route à la recherche d'un seul homme. L'enjeu est de taille car, chaque jour, 50 000 Golok succombent à cette maladie mystérieuse qui atteint leur cerveau. À ce rythme, 2 ans et demi suffiront à anéantir leur race. Mais que s'est-il passé pour que tout l'univers s'embrase ainsi? Pourquoi ces peuples, vivant sans anicroche depuis des millénaires, se retrouvent-ils ainsi déstabilisés? L'Espérance fonce à travers la galaxie, pendant qu'Aqualus veille. Tous trois dorment dans la chambre cryogénique. Aqualus aperçoit sur l'écran de contrôle le soleil de Kephren maintenant plus brillant que les autres étoiles. Nous sommes assez proches maintenant, nous pouvons nous réveiller. Elle enclenche le processus de réveil de la chambre. Jacques est maintenant réveillé, Starker lui aussi s'étire. Mais Aqualus semble totalement inerte. Jacques, inquiet, s'approche d'elle. Starker lui prend son pouls et lui dit « Elle est très fatiguée. Ça va. Il faut la laisser dormir, car c'est toujours éprouvant de travailler hors de son corps, pendant de longues périodes. Je vais chercher une couverture, car il faut qu'elle se réchauffe. » Jacques la recouvre doucement. Starker est aux commandes. « Je vais arrêter la propulsion sidérale. Cela se fait progressivement, sinon nous nous écraserions comme sur un mur. En effet, la décélération dure 2 heures. Enfin, la vedette a réduit sa vitesse. Jacques, c'est à vous d'activer la propulsion gravitique. » Jacques s'installe aux commandes et exécute la manœuvre, sans aucun problème. Et, dans 2 jours, il se positionnera sur l'orbite de la planète. « Je vais voir Aqualus, dit Jacques, je reviens. Je prépare un petit repas pendant ce temps. » Aqualus, toujours allongé sous sa couverture, s'éveille et ouvre les yeux. « Jacques, Jacques, tout va bien? Tout va bien maintenant. Êtes-vous reposé? Comment s'est passé le voyage? Je suis encore un peu fatigué, mais tout s'est bien passé. Il y a longtemps que vous êtes réveillé? Il y a 5 heures approximativement, et nous avons arrêté la propulsion sidérale. Starker m'a laissé activer le moteur gravitique. Dans 2 jours, nous serons autour de Kephren. Jacques, vous êtes bien intentionné envers moi. Je vous en suis reconnaissante. Cette mission est très importante. Soyons juste amis durant toute cette période. Aqualus, puis-je tout de même vous parler de façon plus familière? Tu peux, Jacques. Il lui sourit. Starker a préparé un repas. Je t'ai apporté tes vêtements afin que tu puisses te couvrir. J'ai faim, Jacques. Rejoins Starker, j'arrive. Aqualus pénètre dans la petite cuisine du vaisseau. Elle est vêtue d'une combinaison bleue qui l'agrandit encore. Un foulard aux multiples couleurs vives finit d'habiller sa tête. Jacques pense qu'Aqualus est merveilleuse, ainsi vêtue. Le repas est appétissant, mais juste suffisant, car leurs réserves sont encore limitées. À la fin, Starker demande. Où allons-nous nous poser sur Kephren? Est-ce qu'un lieu particulier a été choisi? Non, Starker, nous n'avons pas encore pris le temps d'étudier à fond la cartographie, mais je vais m'y pencher après le repas, avec Jacques. En introduisant le livre dans le lecteur universel du vaisseau, les pages du livre apparaissent en grand sur un écran en relief. Pendant des heures, Jacques et Aqualus parcourent les cartes sans rien y trouver. Fatigués, nos 2 amis décident d'aller prendre du repos. Jacques, sur sa couchette, s'endort. Il se réveille secoué par un rêve plus intense que les autres, où il marche dans le désert d'Égypte entre les pyramides de Gizeh, cherchant Kephren. Il tombe devant. C'est la 2e par la taille, entre Khéops et Mykérinos. Il y entre car un homme dont le visage est recouvert d'un masque pharaonique l'invite à le suivre. Jacques se réveille à ce moment-là. « Les pyramides, voilà, il faut trouver les pyramides !» Il se précipite vers la pièce où se trouve l'écran et scrute les cartes. Il y en a plus de 2000 à observer. Jacques commence par la première
et au bout d'une demi-heure de recherche, ses yeux commencent à larmoyer. Starker pénètre dans la pièce. « Jacques, je te croyais couché. »« Oui, mais brutalement j'ai eu un rêve. Comme une idée, il faut que je vérifie. Mais il me faudrait parcourir les 2000 cartes que nous possédons, à moins que nous ayons les moyens d'effectuer une recherche programmée. Je peux lire les cartes avec le cristal pensant du vaisseau. Prends ton livre, Jacques. Nous allons au poste de pilotage. » Là, Starker introduit le livre dans le lecteur du cristal. « À quoi penses-tu, Jacques, en observant ces cartes ? » « Voilà. J'ai le sentiment qu'il faut rechercher un groupe de 3 pyramides de tailles différentes. C'est peut-être peu comme détail, mais c'est ce dont j'ai rêvé tout à l'heure. » Starker programme le cristal sur la recherche de 3 pyramides. Cela va durer longtemps pour obtenir une réponse ? Un quart d'heure tout au plus. Le temps écoulé, la réponse du cristal est formelle. Réponse négative. Jacques est déçu et s'effondre, fatigué sur son siège. « Jacques, n'y a-t-il pas un détail, un élément complémentaire que tu aurais oublié ? » « Non, je ne crois pas. Réfléchis. Peux-tu me décrire ces pyramides ? » « Ce sont des pyramides faites de pierre calcaire. Elles mesurent des dizaines de mètres. Il me semble que, sur Terre, elles avaient la particularité que leur hauteur et le rapport du nombre pi par rapport au périmètre de leur base. Bien, Jacques. C'est peut-être un élément important. Je vais donner l'information au cristal et lui demander de trouver tous les éléments correspondant à ces critères. La réponse est donnée 2 minutes plus tard. Un élément correspond exactement. Le nombre pi y est parfait, poussé à 5 décimales. Il n'y a qu'une réponse, dit Starker. Le monticule se situe sur l'hémisphère nord de la planète, non loin d'un fleuve, mais la zone n'est pas du tout désertique. Sur la carte apparaît un sommet obtus dont la base ovoïde n'a pas grand-chose à voir avec les pyramides. Mais la précision avec laquelle y est conféré le nombre pi est telle qu'elle n'est pas le fait du hasard. C'est peut-être ça, cette pyramide. Elle est peut-être cachée. Il faut aller vérifier sur place. Jacques va te reposer maintenant. Nous ne pouvons plus faire grand-chose. Tu as raison. Il faut aller voir sur place. Lorsque Jacques se réveille, Aquarius est déjà avec Starker. « Bonjour Jacques. Starker m'a montré ta découverte. Cela me semble très intéressant. Nous allons organiser notre excursion sur cet endroit. » Après une journée tranquille à se préparer, l'Espérance se place sur orbite. Cette planète, vue d'eau, a énormément de similitudes avec la Terre, constate Jacques, mais la zone où ils doivent se poser est plutôt tropicale. Le monticule est à notre verticale, annonce Starker. Nous allons descendre pour le lever du jour. Nous tâcherons de trouver un emplacement assez proche. À quelques centaines de mètres du sol, une brume épaisse empêche d'observer le monticule. Ne trouvant aucune clairière, Starker est obligé de s'éloigner. Enfin, à quelques kilomètres, trouve une zone moins boisée. Ici, il y a juste assez de place pour nous poser. Lors de sa descente, l'Espérance entraîne quelques arbustes. Enfin, l'appareil est stabilisé sur le sol. Aquarius actionne l'ouverture. Starker s'avance et pose le pied sur le sol. Ses bottes s'enfoncent jusqu'à la hauteur de ses chevilles. La surface est très meuble à cet endroit. Il va falloir prendre des précautions. Tous 3 se retrouvent dans ce bourbier. Il faut trouver une zone plus praticable. Notre objectif est encore loin. Jacques aperçoit à 50 mètres une petite crête. Il faut monter sur ce talus. Ce doit être moins humide. Starker fait le point avec son directiomètre pour pouvoir s'orienter vers la montagne. Cette planète ne possédant pas de pôle magnétique, le vaisseau servira de balise. Il faut s'avancer dans la brousse. Nous sommes à quelle distance du but ? Demande Aquarius. D'après le directiomètre, 11 200 mètres. La brousse est dense, identique à la forêt amazonienne, constate Jacques. Des arbres géants, des lianes, des plantes énormes leur barrent la route. Bien, on y va, mais gardez vos armes à portée de main. Cette jungle ne me dit rien qui vaille. Jacques, Aquarius et Starker pénètrent dans la végétation. Le sol colle à leurs pieds. La boue est partout. Parfois autour d'eux le sol frémit, laissant supposer qu'un animal inconnu y circule. La vie est tout autour d'eux mais se cache. Il fait très chaud. Et 1 heure après leur départ, la température est déjà d'une 40aine de degrés. « J'ai trop chaud, j'enlève mon blouson, dit Jacques. »« Je vous le déconseille, Jacques, il y a peut-être des parasites qui peuvent nous importuner, dit Aquarius. »« Jacques a raison, moi je le retire. » Starker et Jacques se mettent torse nu. Aquarius est maintenant toute trempée tant elle a chaud, ses vêtements ruissellent. Jacques et Starker, devant elle, ouvrent le chemin à coups de machette laser. 2 heures de marche déjà. Starker s'arrête pour faire le point. À ce moment-là, un cri effroyable foudroie Aquarius et Starker. Une liane s'est enroulée autour de Jacques et des ventouses sont collées à son corps.
La liane se rétracte et emporte Jack emprisonné. Starker, sans son arme, vise et sectionne net la liane au-dessus de la tête de Jack, qui retombe lourdement sur le sol d'une hauteur de 10 mètres. Le sol boueux amortit heureusement la chute. Aqualus se précipite vers Jack. Elle lui place 2 doigts sur le front. Jack est comme anesthésié. « Venez, Starker, il faut le sortir de là. Je l'ai endormi. Je vais voir ce que je peux faire pour lui. » Un peu plus loin, sur un tapis de fougères, Aqualus dégage le reste de la liane. Des plaies rouges et circulaires recouvrent le torse de Jack. C'est une liane sensu carnivore. Si vous n'aviez pas eu le réflexe de tirer, je crois qu'elle l'aurait dévoré. Regardez sa jambe droite, elle est cassée. Starker, tirez-lui son pantalon. Je vais m'occuper de sa jambe. Voilà, il faut la replacer. Starker, tenez-le sous les bras, je vais la remettre en place. Aqualus tire sur la jambe de Jack au-dessus du genou et d'un coup sec semble replacer les os bout à bout. Puis ses yeux se mettent à briller et un rayon rouge émanant de son regard balaie la fracture pendant un quart d'heure. Starker applique sur les plaies une pâte violette. Nous allons monter notre camp ici pour la journée. Il faut que Jack dorme encore. C'est le matin, lorsque Jack se réveille. Aqualus est à son chevet sous la tente qu'ils ont montée. Que m'est-il arrivé, demande-t-il. Où sommes-nous? Oh, j'ai mal à la tête. Votre imprudence a failli nous coûter la vie, Jack. Vous avez une jambe fracturée et des plaies sur tout le corps. Mais je ne sens rien. Je peux bouger mes jambes normalement. Nous vous avons soigné, mais pour votre mal de tête, je ne ferai rien. Cela va passer. Jack, perplexe pour sa jambe, découvre tout de même les taches violacées sur son corps. Nous partirons dès que nous aurons déjeuné, mais cette fois, restez habillés. Starker a découvert un passage plus dégagé qui se dirige vers la montagne. Après une demi-heure de marche dans la jungle, ils arrivent sur ce qui pourrait être l'ancien lit d'une rivière. Devant eux, un couloir très long court à perte de vue. Nos amis s'y engagent. Le sol est recouvert de cailloux et de sable, et étrangement, peu de végétation y a poussé. Il faut remonter cette trace, dit Starker. D'après nos cartes, nous devons aboutir au pied de la montagne. Ils s'y engagent. La marche y est plus aisée que dans la boue du jour précédent. Le ciel est dégagé et le soleil commence à poindre à l'horizon. Au bout de quelques heures de marche, le ciel se couvre et devient très orageux. La montagne n'est plus très loin, dit Jack. Mais l'orage éclate avec une violence incroyable et le tonnerre est fracassant. Et derrière le roulement de l'orage, un ronronnement bien curieux se fait entendre. Jack tend l'oreille et crie. « Vite, il faut remonter sur les rives. Nous sommes dans le lit d'un torrent. » Avec célérité, Starker et Aqualus foncent sur la rive, mais Aqualus bute contre une pierre et tombe en heurtant un rocher. Elle reste inanimée. Starker est sur la rive. Jack se retourne et voit le torrent de boue et d'eau qui dévale de la montagne et emplit le lit de la rivière. Il se précipite sur Aqualus, toujours inconsciente. Le torrent de boue les recouvre, sous les yeux de Starker, impuissant.